Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente, encore une fois évidemment. On va se focaliser sur une personne. J'avais déjà fait un peu d'histoire avec la vidéo sur la pédophilie, une vidéo un peu à titre biographie. Pourquoi Simone Veil? Déjà de une, c'est un personnage que j'apprécie pas mal. Si je devais citer une femme de l'histoire très marquante, je pense que dans mon top 3, Simone Veil serait définitivement présente. Aussi récemment, j'ai acheté le livre Simone Veil, une vie. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un film sur Simone Veil. Et donc il est sorti hier. Cette vidéo arrive le 13 octobre. Le film consacré en fait, c'est un film sur sa vie, est sorti donc le 12 octobre 2022, en soit hier. Mais si je dis hier là, dans une prochaine vidéo, tu diras c'est pas le même hier que l'autre hier. On sait des choses sur Simone Veil. Là, ce qui était bien, c'était dans ce livre, elle se livre en fait sur ce qu'elle a vécu. Et du coup, je vais pas faire une vidéo de plus de 30 minutes, c'est pas le but non plus de faire l'apologie de sa vie, puis très intéressante, très rude. Ce qui rend peut-être aussi incroyable, c'est un truc con, mais peut-être aussi parce que c'est une femme, et en plus de ça, juive, que la période dans laquelle elle a vécu était absolument horrible, c'est un fait. Mais aussi quand elle est arrivée dans des instances politiques importantes, les gens ne la prenaient pas au sérieux de son rôle de femme, et en plus de juive. Ce qui fait qu'elle a dû redoubler davantage d'efforts comparé à un simple mec. Et c'est aussi ça qui est incroyable, c'est cette combativité qu'elle avait, et moi tout simplement ça me plaît. Voilà, c'est le genre de volonté à pas abandonner et toujours à te battre malgré toutes les merdes que tu as pu avoir, les pertes dans ta vie, les combats qui ont été difficiles, et surtout qu'elle s'approchait beaucoup plus de la mort qu'autre chose. Déjà elle a vu concrètement la mort, elle l'a subie dans un sens, et avec son lot de souffrance évidemment. Donc aujourd'hui on s'intéresse à Simone Veil, née le 13 juillet 1927 à Nice, et de son nom de naissance Simone Jacob, d'une famille juive. Moment très important, clé au moins de sa vie, on sait qu'elle a été déportée à l'âge de 16 ans durant la Shoah, elle perd son père, son frère et sa mère durant cet enfer, et rescapée avec ses sœurs Madeleine, surnommée Milou, et Denise. Voilà, bon. On va revenir un peu sur sa vie en vitesse, après c'est une mise en avant du personnage, lisez les bouquins qui sont autour d'elle, de toute façon elle a marqué l'histoire, donc vous serez obligé d'entendre parler d'elle, et si vous êtes intéressé, allez voir le film, je ne suis absolument pas payé évidemment. Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, papier, nous sommes faits de ce qui nous a précédés. Vos papiers. Et pour partie nous engageons l'avenir. Vous ne me faites pas peur. J'ai survécu à pire que vous. Le FN veut mettre le bordel, il faut partir. Je reste. C'est que ça m'intéressait à un moment, je me dis bon, il y a un film sur elle, j'ai acheté en même temps un livre, j'avais pas fait gaffe vraiment au même moment, et je me dis bah ouais, pourquoi pas, parce que moi j'en apprends davantage sur sa vie, un peu plus que ce que je connaissais avant, mais aussi ce qu'elle ressentait, en fait le poids des mots. Il y a plusieurs passages que j'ai sélectionnés et tu te dis ah ouais, c'est chaud, et s'imaginer, c'est ça qui est intéressant aussi, s'imaginer être à sa place. Donc, tout d'abord, elle se dit totalement d'avoir une famille heureuse, donc de 4 frères et sœurs, avec mère et père. 3 sœurs et un frère. Les années de bonheur débutent en 1920, mariage de ses parents en 1922, qu'on a Madeleine, on a Denise, puis Jean, et enfin, en 1927, Simone Veil, qui est dernière de la famille. Donc elle décrit sa famille avec son histoire, avec ses ancêtres, comment ils sont arrivés là, les différents travaux, elle cite aussi son grand-père, son père ensuite. Bref, voilà. Elle met un peu en lumière sa famille, elle parle évidemment durant le siècle précédent de Dreyfus, donc ses parents qui s'étaient mariés et vivaient à Paris, donc ils déménagent en 1924 à Nice, là Simone viendra au monde, et étrangement, Paris est la ville où elle donnera son dernier souffle de vie. À travers ce chapitre consacré à son enfance niçoise, elle met totalement en avant ses souvenirs qui sont très radieux, après ses tracas de famille, sa vie en général. Voilà, tout n'est jamais effectivement beau, parce qu'on a des petits côtés de mou aussi, mais ces petits côtés de mou font aussi la beauté, des fois, de la vie. À travers cette période, elle se rappelle quand même de la place de la politique française comme étrangère. Elle parle des souvenirs précis des premières années de l'Allemagne nationale socialiste et de la montée de l'antisémitisme. Elle se rappelle une conversation où son père désignait les Allemands en Boche. Elle entend une conversation entre sa mère et son père, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle exprime et elle se rappelle à peu près de la chose. Bon, peut-être pas au mot près, mais globalement, ça l'a marqué, elle le cite dans l'ouvrage. Et on voit que son père a une certaine colère envers eux. Il faut aussi se rappeler qu'il y a la Première Guerre mondiale, que les Allemands ont fait, et déjà, l'antisémitisme se développait déjà bien avant la Première Guerre mondiale. L'affaire Dreyfus en est quand même un très bon exemple. Sa mère, du coup, dialogue avec son père. Si on avait écouté Briand et Stresemann, nos pays se seraient réconciliés et il n'y aurait pas eu Hitler. Son père, du coup, lui répondit « De toute façon, on ne peut jamais s'entendre avec les Boches ». Juste cette phrase, ça signifie que son père avait déjà un peu la haine quand même. Et Hitler est prononcé. Le petit moustachu, il est assez vénère, au-delà de la crise de Wall Street dans les fins des années 20. La montée du nationalisme, du coup, allemand, nationaliste socialiste, est aussi portée par ce petit moustachu. Donc en fait, on entend déjà parler d'Hitler. Nous qui avons appris de cette histoire, on sait ce qui s'est passé, on sait toutes les horreurs qui sont liées au personnage. Mais imaginez à ce moment-là que cet enfant, comme ses parents aussi, ne s'attendent pas à ce que ce mec, qui était très nul en peinture, foute autant la merde dans le monde. À aucun moment ils allaient s'imaginer la chose, à aucun moment ils allaient s'imaginer de déporter. Ils se faisaient sans doute stigmatiser parce qu'il y avait quand même des années très antisémitisme, certains regards qui étaient mal portés peut-être,
les juifs, ou peut-être contre des membres de la famille de Simone, du coup, à ce moment-là, Jacob. Ils imaginaient pas ça, que cette haine allait se développer en plus, que ça allait être horrible, juste parce qu'ils avaient une appartenance juive, en fait. Simone précise aussi que des juifs allemands se sont réfugiés à Nice. Donc, outre cette conversation, avec le temps, il voit quand même qu'il y a quelque chose qui se développe à côté, et c'est bizarre. Sa mère, qui est bien mise en avant, d'une part parce qu'elle sera déportée à peu près aux mêmes endroits que Simone, ses sœurs, elle va être là aussi, et elle va donner un coup de main en s'occupant des bébés dont les parents étaient alors en difficulté. Du coup, en tricotant des choses, ou en passant le temps, bref, quand elle avait un peu de temps et qu'elle s'occupait pas de sa vie de famille, elle aidait les gens. Ce qui est incroyable. Et ce qui est bien, c'est qu'ils aidaient pas les gens, bon, c'est que des juifs, enfin c'est des juifs, faut aussi les aider, mais ils étaient aussi allemands, donc ils auraient pu les repousser ou quoi que ce soit, et en fait, je pense que la mère de Simone Veil était absolument juste humaine à aider les gens. Et ça, c'est très beau aussi, je pense, au-delà de s'imaginer, je pense que c'était aussi le cas, tout simplement. L'entrée en guerre se fait par la suite, alors qu'elle est sur ses 11 premières années, et elle dit clairement, le paradis de l'enfance était en train de s'engloutir. Donc on passe à la suite, Mussolini déclarera la guerre à la France, ils sont à Nice, hein. Donc Simone, ce personnage, fut témoin du coup de l'appel du 10 juin de Général de Gaulle. Même ça aussi, on s'imagine pas s'entendre à la radio, il y a un mec qui parle à la radio et genre, il nous donne de la force, comment ça se passe et tout. Voilà, c'est juste ce moment aussi, s'imaginer, être à sa place, s'imaginer ça, c'est assez fou. Donc pour elle, tout le monde semblait perdre la tête, et pourtant, au-delà de ça, elle le décrit, ça allait au lycée, le jour, il y avait une vie de famille le soir. Et peu à peu, la vie se dégrade, le froid se fait ressentir, restrictions alimentaires qui apparaissent, et ségrégation des juifs qui commence. Le maréchal Pétain apparaît sur le devant de la scène, elle nomme aussi la griffe de Pétain par rapport aux dispositions qu'il va prendre envers les juifs et les activités les concernant, donc dans le secteur public, la sphère médiatique et d'autres professions qui vont être soumises à des quotas restrictifs. Son père va justement être un peu visé là-dessus, et c'est pour ça que la survie de sa famille à travers ces années va être très 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 difficile. Et ça va précéder effectivement la déportation. On peut peut-être nommer ça comme le premier jour un peu de l'enfer de sa famille, c'est Simone Veil avait une fausse carte sous le nom de Simone Jacquier. La Gestapo qui arpentait les rues de Nice la croise, elle était avec une de ses amies pour fêter la fin de ses examens, et un contrôle se fait. Le 30 mars 1944, elle se fait arrêter avec une de ses amies et conduite à l'hôtel Excelsior, du coup qui servait de lieu de rassemblement des juifs, avant leur départ vers l'Allemagne. Je pense qu'à ce moment-là, dans sa tête, ça devait être assez fou. Tu te dis pas, si tu connaissais le lieu, tu te dis, merde, c'est fini en fait. Elle l'exprime dans son livre. Elle flippait en fait, pour le reste de sa famille. Elle tenta en fait, déjà, elle disait, non, c'est une vraie carte, tout ça, ce que j'ai, des vrais papiers, et surtout elle disait aussi, non, mais ma famille a donné de fausses informations pour les sauver. Et malheureusement, ils ont quand même eu, et ce qui arriva malheureusement. Donc elle est déportée pour le camp de Drancy, et ensuite Auschwitz avec sa mère et l'une de ses sœurs. Son père et son frère sont envoyés en Lituanie, et ils ne reviendront jamais. Et elle précise que plusieurs dates vont rester ancrées en elle, surtout une qu'elle peut pas oublier, celle du 18 janvier 1945, où elle arriva dans le camp d'Auschwitz. Mais aussi une autre date du retour en France, le 23 mai 1945. Et au-delà d'une date, c'est surtout un numéro qui reste ancré en elle et sur elle. Sur son bras gauche, le tatouage représentant le 78 651, trace indélébile du coup. Les juifs avaient chacun un numéro et s'étaient placés dans ces camps. Donc elle arrive là-bas, l'enfer débute clairement, elle arrive là-bas. Rapidement, elle a un conseil d'un bagnard français, du coup déjà prisonnier, afin d'éviter la mort. Et elle va suivre ce conseil. Arrivée au camp, les nazis, du coup au camp d'Auschwitz, Drancy, elle pas resté longtemps, prisonnier donc qui était déporté, avant la venue de Simone, avait vu certaines choses et l'a aidé grâce à un mensonge. C'est pas bien de mentir, mais il y a des fois, faire certaines actions pas folle te permet un peu de sauver ta vie. Surtout dans ce passage-là. En fait, il lui dit clairement, ne réponds pas que tu as 16 ans et demi, tu dis que tu as 18 ans. Consigne qu'à suivre, arrive enfin à elle, elle questionne sur son âge, mensonge, elle échappe ensuite. Du coup, elle peut rester dans la file des femmes. Et à ce moment-là, te dit, si elle était partie ailleurs, c'était peut-être la mort attitrée. Et clairement, c'est ce qui est. Elle le dit elle-même en mode, ça m'a sauvé la vie. Et là, dernier moment, ce qu'elle précise d'adolescente coquette, les filles s'aspergèrent de parfum une dernière fois, et après c'était parce qu'elles dormaient à même le sol, elles étaient tassées entre eux dans les bâtiments, et sentant à la fois cette odeur de cheminée des crématoires qui fumaient sans cesse. Elle se dit clairement, elle était vue comme du bétail avec un numéro. On se raccrochait à ça, à un numéro, et on perdait peu à peu cette humanité. Elle dit aussi qu'elles échappèrent à un rasage total. Il y avait eu ça aussi dans les camps. Les Allemands faisaient ça pour les démoraliser totalement. Et dès que ça repoussait, c'était rasage complet. Et Simone ne comprit pas, mais elle put échapper à ça. Et à ce moment-là, elle précise qu'elle est... Enfin, on voit quand même dans l'ouvrage qu'elle était dotée d'une curiosité assez étonnante. Parce qu'elle se disait pourquoi faire ci, pourquoi faire cela. Alors je pense qu'elle n'était pas la seule à se poser la question. Et sa mère tentait de les réconforter. En fait, ne vous inquiétez pas, on s'en est toujours sorti jusqu'à maintenant. Il ne faut pas perdre courage. Et c'est sa mère qui dit ça, qui malheureusement tombera malade et succombera à cause du typhus. Et elle lui dit clairement, c'est une disparition de sa mère qu'elle n'a jamais pu se résigner à admettre. Donc ensuite, elle va être déplacée à Bergen-Belsen, entre Hambourg et Hanovre, donc c'est au nord de l'Allemagne, où les Alliés mirent du temps à venir. Et elle échappa plusieurs fois à mourir de faim grâce à des aides du camp, mais aussi aidée par une ancienne prostituée qui les avait déjà sauvés à Birkenau. Ce qui est bien, c'est toujours cette entraide en fait entre les prisonniers et aussi,
entre eux, en fait. C'est ça qui est assez beau. J'avais vu aussi d'anciens reportages ou autres, où même des Allemands avaient tenté d'aider des Français et inversement, des Français et des Allemands. On a l'exemple de la mère de Simone Veil qui a aidé des Juifs allemands. Chose que j'ai appris. Donc, attention, anecdote de ma famille. Mon arrière-grand-mère du côté de mon père, du coup, travaillait avec son mari, du coup, en Bretagne. Ils avaient un hôpital. Et c'est elle qui gérait tout. C'était une femme très forte, d'après. Et justement, elle avait aidé des Allemands, des anciens soldats, qui avaient fui, en fait. Elle les avait quand même aidés. Et il y avait, je pense aussi c'était un peu la même chose que la mère de Simone Veil, c'était des personnes, encore une fois, c'est deux femmes, hein, on note ça, qui sont humains, qui sont humaines en fait. Autant aider quelqu'un qui va fuir la guerre et qui a pas envie de commettre des atrocités. J'avais appris ça, j'étais assez content. J'ai dit yes, on n'a pas balancé des gens, c'est plutôt cool. Mais bon voilà, pour la petite anecdote. Tout s'enchaîne rapidement, les déplacements hauts, donc automatiquement j'imagine que à ce stade-là, les prisonniers, les jeunes filles qu'elles sont, se posent beaucoup de questions. Et du coup, où elles sont placées, Bergen-Belsen fut libérée le 17 avril. Et elle se disait en fait que la fin était proche, elle en parlait à sa sœur Milou. Écoute, il faut tenir le coup et ne pas se laisser parce que nous allons être libérés plus très vite. Tu verras, c'est pour demain. Tiens bon, tiens bon. Même si les prisonniers furent libérés, Simone précise, elle ne se sentait pas encore totalement libre. C'est le retour en France, c'est la date dont j'ai exprimé plus tôt, du 23 mai 1945, qui la marquera à vie. Je précise aussi qu'elle tente un moment pour tenter de revivre, d'aller à Nice, mais c'était fini, toute sa vie de famille, tous ses amis, c'était différent là-bas et il n'y avait plus rien. Et puis sans doute une nostalgie un peu plus affreuse. Et l'enfer continuait un peu dans une autre démarche, pas physique, plus morale. Déjà, elle décida d'un peu d'enfouir tous ses souvenirs, donc je pense qu'elle a eu du mal elle en parlait à travers un livre, des interviews ou quoi que ce soit, mais c'est qu'après, même quand elle était en train de travailler en tant que magistrat, parce qu'elle est devenue magistrat au ministère de la Justice en 1959, durant cette année, elle ne fut pas prise au sérieux, car elle était une femme et juive. Elle s'opposait à beaucoup de combats comme ça, on était des victimes honteuses des animaux tatoués. Il faut donc vivre avec ça et que les autres l'acceptent. En voyant en fait des personnes comme ça revenir des camps, il y a quand même des gens qui se sont dit comment ils sont revenus, ça prouve bien que ce n'était pas si terrible que ça. Et elle fut pointée du doigt, notamment en pointant du doigt son numéro sur son bras gauche, à travers sa vie professionnelle, elle s'habilla avec des manches longues pendant un certain temps. On sait que seules les filles arrivent à survivre. Malheureusement, Milou est très affaiblie par le typhus, état physique déplorable et totalement squelettique. Denise et Simone étaient à peu près rentrées, puis après c'est reconstruction d'un foyer, et c'est là aussi c'est difficile à s'imaginer, c'est comment on peut se reconstruire après ça. Mine de rien, Simone Jacob se marie avec Antoine Veil, sur des enfants en 1947, 1948 et 1954. Mais elle a eu du mal à se familiariser avec le milieu parisien, mais en même temps, on peut l'imaginer, du mal à se familiariser avec la vie en général. Vu qu'elle était une sorte de bétail, plus proche de la mort que de la vie en elle-même, je pense que c'est totalement difficile, et il y a beaucoup de gens qui ont dû perdre la raison en revenant, et qui n'ont jamais été totalement soignés ou autre. Tentant de retourner à Nice pour revoir ses amis, elle préférait rejoindre en fait le peu de famille qu'elle avait, oncle et surtout sa grand-mère à Paris, et c'est là où elle va faire sa vie. Elle n'oubliera jamais, elle n'oubliera jamais, c'est globalement ce qu'elle disait. Mais mine de rien, se forgea une vie professionnelle assez exemplaire. On a plusieurs passages de son parcours. Donc ministre de la Santé de 1974 à 1979. Elle est à la fois députée européenne de 1979 à 1993 et à un moment présidente du Parlement européen de 1979 à 1982. Elle est aussi à un moment ministre d'État, donc ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville de 93 à 95 et également membre du Conseil constitutionnel français de 98 à 2007. Notez que Simone Veil devient la première présidente du Parlement européen en 1979. C'est aussi une des actrices importantes de la reconstruction européenne, notamment avec la réconciliation franco-allemande, alors qu'elle aurait pu avoir totalement la haine. Et ça aussi, c'est ce côté à pas vraiment pardonner, mais il faut aider les autres, parce que, exemple simple, là, tout le monde disait, un Allemand c'est un nazi. Bah non, il y a des gens qui n'ont pas voulu ça, qui ont subi ça. Je pense que cette réconciliation, c'était aussi pour aider le peuple qui n'a pas voulu cette merde. Également connu pour sa loi, du coup, qui porte son nom, la loi Veil, du 17 janvier 1975, qu'encadre une pénalisation de l'avortement en France. Et donc d'autres lois se lient à elle, comme en 1967 avec la légalisation de la contraception. Donc Simone Veil décède 30 juin 2017 à Paris, et l'année d'après, elle fait son entrée au Panthéon sur décision du président Emmanuel Macron avec son époux, du coup Antoine Veil. Décision qui se fait assez rapidement, mais pas mal de gens, la casse politique s'était peu manifesté pour ça. Donc voilà, Simone Veil était l'exemple même d'une personne qui se battait totalement pour survivre. Enfant joyeuse, puis passage à l'enfer assez brusque. Et de survivre, elle en est venue à vivre aussi, ne lâchant pas un bout d'espoir pour éviter de succomber à tout désespoir. Et malgré les pertes en chemin, malgré les difficultés qu'elle pouvait recevoir en tant que juive déportée au numéro tatoué, qu'au fait qu'elle n'était pas prise au sérieux, qu'elle était une femme, elle marqua plus facilement l'histoire que beaucoup d'hommes avant elle et après elle.